Capsule vidéo réalisée à partir du manuel Physique-Chimie première spécialité aux éditions Le Livre Scolaire. Alors, espèces colorées en solution. Les espèces colorées en solution sont par exemple l'ion cuivre Cu2+, qui donne une couleur bleu ciel, bien connue, du sulfate de cuivre par exemple. On va dans ce cours voir comment est-ce qu'on calcule une concentration en une espèce dissoute, ainsi que comment est-ce qu'on peut la mesurer. Alors déjà au niveau des notations, une concentration va être notée C, petit c, quand c'est une concentration molaire, c'est-à-dire une concentration comptée en mol, une concentration en quantité de matière, mais on va aussi calculer, selon les cas, une concentration en masse. Alors dans le manuel, ils reprennent la lettre gamma, mais on va pouvoir souvent le trouver écrire avec de cette manière. C petit m, c'est la concentration en masse qui s'oppose à C tout court, qui est la concentration en quantité de matière. Alors, la concentration en masse est égale à la masse de soluté sur le volume de solution. Alors, on voit tout de suite que cette formule présente une similarité avec la formule de la masse volumique. La masse volumique, par exemple, du cuivre, ça serait le volume de cuivre sur la masse de cuivre sur le volume de cuivre. Que par exemple la masse volumique de l'eau, ça serait la masse de l'eau sur le volume d'eau. Et bien ici, la concentration massique, même si c'est une formule qui ressemble, on voit qu'il y a une grosse différence, c'est que c'est la masse de soluté divisée par le volume de solution. C'est-à-dire que si j'ai par exemple un volume de 1 litre d'eau, dans lequel ont été dissous, par exemple, un petit morceau de 5 grammes qui a été dissous. Alors, on met au début, quand on fait une dissolution, on met le sucre, puis après on rajoute l'eau, et ça fait 1 litre en tout. Donc, il n'y a pas tout à fait 1 litre d'eau, il y en a un petit peu moins. C'est bien le volume de la solution et pas le volume d'eau. Et bien, dans ce cas-là, on dira qu'on a une concentration de 5 grammes par litre, 5 grammes de sucre par litre d'eau, et la concentration en masse est de 5 grammes par litre. Alors, au niveau des unités, la masse de soluté va souvent s'exprimer en grammes, le volume va souvent s'exprimer en litres, et donc une concentration massique va souvent s'exprimer en grammes par litre. Alors, on peut remarquer que tout ceci ne sont pas des unités du système international, mais ce sont les unités usuelles qu'utilisent les chimistes. Alors, la plupart du temps, les chimistes, comme on l'a vu dans le chapitre précédent, vont calculer faire des bilans sur des systèmes chimiques avec une quantité de matière exprimée en mol. Donc, on peut, par exemple, connaître, avec la masse molaire du sucre, quelle quantité de matière N de sucre il y a ici dans ce morceau. Et donc, cette quantité de matière va se retrouver aussi dissous là-dedans. Donc, on peut faire le calcul de la quantité de matière divisée par le volume de la solution. Donc, quantité de matière en mol, volume de la solution en litres, et donc la concentration en quantité de matière va s'exprimer en mol par litre. Voilà. Alors, ces deux concentrations sont reliées par cette relation. Alors, ici, c'est bien quand on écrit ces petits m en indice, concentration massique, concentration masse plutôt. La concentration en masse est égale à la concentration en quantité de matière multipliée par la masse molaire. Alors, comment est-ce qu'on peut le démontrer? Ça se démontre tout simplement avec les formules. Avec les unités, pardon. La concentration en masse, ce sont des grammes des grammes par litre. La concentration en quantité de matière, c'est des moles par litre. La masse molaire, c'est des grammes par mol. Et on voit bien que quand on multiplie ces deux-là entre eux, les mols se simplifient, il reste des grammes par litre.
il reste bien des grammes par litre. Et donc on voit bien que si j'écris ici cette même formule, non pas avec les grandeurs, mais avec les unités, eh bien on voit que ça nous permet de retrouver facilement cette formule, qui d'ailleurs s'apprend très facilement, puisque phonétiquement ça fait Cm égale Cm. Encore faut-il savoir que la Cm c'est une concentration en masse, et que le deuxième M c'est la masse molaire. Alors, couleur d'une solution. Quand une solution, quand une lumière traverse une solution, eh bien, il y a une partie de la lumière qui est absorbée et une partie de la lumière qui est transmise. Et la couleur qu'on voit de la solution, ben, c'est la couleur qui est transmise. Donc, en fait, comme en gros, tout ce qui est incident mais qui n'est pas absorbé va être transmis, eh bien, la couleur transmise va être la couleur complémentaire de la couleur absorbée. Alors, par exemple, si j'absorbe le jaune, eh bien, je vais voir finalement une solution de couleur bleue. Les couleurs complémentaires sont diamétralement opposées sur le cercle chromatique. Le cercle chromatique, c'est le cercle qui permet de donner les couleurs, enfin de donner la couleur perçue par rapport à la longueur d'onde. Donc on part du bas du spectre visible, à 400 nanomètres, on est dans le violet, tout proche des ultraviolets. On passe ensuite par le bleu, par le cyan, par le vert, par le jaune, par le rouge, jusqu'à ici 750 nanomètres, qui est la limite des infrarouges. Et puis donc ici on aurait la limite des ultraviolets. Alors ce cercle est très pratique parce que on va pouvoir voir à chaque fois, si on absorbe par exemple à 530 nanomètres, si la solution absorbe à 530, eh bien ça veut dire qu'on va l'avoir violette. Si la solution absorbe à, mettons ici, 600 nanomètres, alors 570, 700, ça fait 600, ça doit être par là à peu près, si on absorbe à 600, ça veut dire qu'on va l'avoir à un bleu un peu foncé, un bleu marine. Voilà, donc le cercle chromatique permet de prévoir la couleur vue, de la solution. Alors plus la concentration d'une espèce colorée en solution est élevée, plus les radiations sont absorbées et plus la solution est foncée. Parce que voilà, si on absorbe beaucoup de lumière blanche, et du coup ça renforce l'effet de la lumière colorée opposée. Alors, complémentaire et non pas opposé. Alors après, sur le fait que bien sûr, plus c'est coloré, plus c'est concentré, plus c'est coloré, ça semble assez évident. On l'a tous vu par exemple pour une solution, enfin pour du sirop, plus le sirop est concentré, plus sa couleur va foncer, et moins il est concentré, moins la couleur va être foncée. On va définir une grandeur qui s'appelle l'absorbance. L'absorbance est définie, elle quantifie la proportion des radiations incidentes absorbées en mesurant l'intensité des radiations non absorbées. En gros, on mesure ce qui arrive, on mesure ce qui sort, et de ces deux grandeurs, on peut calculer une grandeur qu'on appelle l'absorbance, qui sera définie plus tard dans votre cursus scolaire. Et donc, plus cette absorbance est grande, plus la solution absorbe. Et on peut tracer comme ça en faisant des mesures d'absorbance, en faisant varier la longueur d'onde de l'intensité lumineuse incidente, et bien on peut voir qu'une solution a une longueur d'onde pour laquelle il absorbe le plus. Alors par exemple ici, on a cette molécule qui est le bleu de méthylène. Eh bien, c'est le bleu de méthylène, c'est exactement celui qui fait la couleur bleue de la bouteille magique qui devient bleu quand on l'agite. Voilà la molécule, le lion plutôt, puisqu'il y a ici une charge plus complexe du bleu de méthylène. Et donc on voit que cette molécule absorbe la lumière, mais elle n'absorbe pas du tout les mêmes longueurs d'onde. Elle absorbe très très peu dans les lumières bleues, puis elle absorbe par contre beaucoup plus le rouge. Alors si on reprend le cercle chromatique, ça veut dire que on regarde là, en fait, son absorbance maxi se situe à environ ici 660-670 nanomètres. Et bien à 600-670 nanomètres, voilà, on absorbe au maximum avec le bleu de méthylène ici. Donc ça veut dire qu'on va avoir le bleu de méthylène de cette couleur là.
Alors, application, absorbance, oui, alors application des calculs de concentration, c'est pas des applications d'absorbance, mais donc on suit l'ordre du manuel et on fait une petite application qui va permettre de mieux comprendre l'utilisation de la formule. On dissout une masse de 0,15 g de chlorure de cobalt de formule COCl2 dans un volume de solution de 50 ml d'eau. Donc comment ça se fait? On a ici une fiole jaugée qui fait 50 ml. On pèse précautionneusement 0,15 g de chlorure de cobalt, on le met là-dedans, ensuite on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait des 50 ml. Et l'équation de la dissolution, c'est COCl2 à l'état solide, donc une petite poudre, qui est un constituant ionique, et ce constituant ionique, en étant en solution, il y a les ions qui vont tous se séparer, les ions cobalt vont partir d'un côté en solution aqueuse, et les ions chlorure, qui sont en quantité 2 fois plus grande que les ions chlorure, que le cobalt, vont faire des ions chlorure en solution. Calculer la concentration en masse, puis en quantité de matière de soluté. Bon, la concentration en masse, c'est la masse divisé la masse de soluté divisé par le volume de la solution. Et donc la masse de soluté c'est 0,15 g, le volume de la solution c'est 50 ml, donc on a écrit ici avec la notation scientifique, et en faisant les calculs et en gardant deux chiffres significatifs, puisque c'est ce qu'on voit ici, on arrive à 3,0 g par litre. Alors, ensuite, combien ça fait en concentration, en quantité de matière maintenant? Alors la concentration en masse est égale à la concentration en quantité de matière multipliée par la masse molaire. Donc la concentration en quantité de matière, c'est égal à la concentration en masse divisée par la masse molaire. C'est ce qu'on fait ici. Donc le 3,0 qu'on vient de calculer, divisé par la masse molaire du chlorure de cobalt, qu'on trouve en regardant dans le tableau périodique. Le cobalt, c'est 58,9, plus 2, parce qu'il y a 2 chlore. Chlore, c'est 35,5, et on arrive à 2,3 10-2 mol par litre. Calculer la concentration d'ion cobalt et d'ion chlorure dissous en solution. Alors, d'après l'équation de dissolution, à chaque fois qu'on a dissous une mol de celui-ci, on a une mol de celui-là et on a 2 mols de celui-là. Donc la concentration en ion cobalt, ça va être la même que celle qu'on a calculée là. Hein, donc c'est-à-dire 2,3 10-2 mol par litre. Par contre, la concentration en ion chlorure, elle va être du double, 2 fois la concentration qu'on a calculée, ce qui fait un 4,6 au lieu du 2,3. Dosage spectrophotométrique par étalonnage, loi de Beer-Lambert. Alors, pour une longueur d'onde donnée, l'absorbance d'une espèce chimique en solution diluée est proportionnelle à la concentration de quantité de matière de cette espèce chimique, à l'épaisseur de solution traversée et à un coefficient d'extinction molaire, epsilon lambda, qui dépend de la nature de l'espèce chimique. C'est la loi de Beer-Lambert. Donc l'absorbance qui dépend de la longueur d'onde est égale à un coefficient epsilon qui dépend de la longueur d'onde multiplié par la longueur multiplié par la concentration. Alors, c'est logique parce que si je prends une cuve avec une certaine intensité lumineuse qui arrive ici, alors si je prends une cuve qui ne fait que cette épaisseur-là, ici je vais avoir une certaine, ça va être caractérisé par une certaine absorbance, c'est-à-dire si ici j'arrive à un gros faisceau lumineux, là il y a déjà plus beaucoup de lumière. Mais si je double la longueur de la cuve, c'est-à-dire que je passe de L à 2L de longueur de cuve, si je double la longueur de cuve, j'ai l'intensité lumineuse qui va être 2 fois plus amortie. Donc voilà pourquoi l'absorbance est proportionnelle à la longueur de la cuve. On avait déjà dit que l'absorbance était proportionnelle à la concentration, et le coefficient de proportionnalité entre tout ça, c'est cette grandeur qu'on définit comme le coefficient d'extinction molaire. Alors il se trouve, nous, que finalement la longueur de la cuve va être fixée, parce qu'on va utiliser un spectrophotomètre qui a des cuves qui sont parallélépipédiques comme ceci, qui sont des petits contenants qui font à peu près 1 cm de côté, et donc la longueur de la cuve est donnée. Le coefficient d'extinction molaire dépend de l'espèce chimique, donc pour une espèce chimique donnée, tout ça va être réuni en un seul coefficient qui va être K, un coefficient de proportionnalité, et on va dire simplement que l'absorbance est proportionnelle à la concentration en quantité de matière. Alors, ça va nous servir par exemple pour faire une courbe d'étalonnage.
je prends une première, oui, dosage spectrométrique par étalonnage. Alors, comment est-ce qu'on fait? Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle un dosage? Un dosage, c'est doser une espèce chimique, c'est déterminer la quantité de matière ou la concentration de cette espèce. En gros, on pourrait dire dans le langage courant que c'est faire une analyse de la solution qu'on a. On veut savoir qu'est-ce qu'il y a dedans et combien il y en a. Exactement comme quand on fait une prise de sang et quand on en fait, on dit que c'est une analyse de sang, mais en fait, ce que les techniciens font, ce sont des dosages, c'est-à-dire qu'ils déterminent la quantité d'espèces chimiques qu'il y a dans l'échantillon sanguin, par exemple. Alors, tout d'abord, on prend l'échantillon. Comment on procède pour faire ce dosage? On prend l'échantillon et on détermine la longueur d'onde pour laquelle l'absorption présente une absorbance maximale. Par exemple, ici, si je voulais chercher le bleu, doser du bleu de méthylène, eh bien, je réglerai le spectrophotomètre à cette longueur d'onde maximale, donc environ 670, de manière en fait à travailler là où la solution absorbe vraiment, en gros, là où la couleur a vraiment une influence sur la lumière. Là où l'absorbance est quasi nulle, l'appareil va très très mal fonctionner. Donc on règle la longueur d'onde sur la longueur d'onde pour laquelle l'absorbance est maximale. Ensuite, on fait plusieurs mesures, on trace une droite d'étalonnage à partir de solutions étalons. Alors solution étalon, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des solutions qu'on a réalisées, par exemple avec le bleu de méthylène, mais on sait exactement, c'est nous qui avons mis une quantité de bleu de méthylène dans une certaine quantité d'eau, et on sait combien il y en a, et donc on va déterminer, par exemple, pour cette concentration qu'on a calculée, eh bien, on mesure l'absorbance et on trace ce premier point. Ensuite, on fait par exemple une dilution par 2. Si on fait une dilution par 2, on sait qu'on va avoir ici une concentration qui est 2 fois plus faible et on va mesurer encore l'absorbance et on aura ce point. Si on fait encore, si on divise encore la concentration par 2, qu'on fait encore une dilution par exemple, on obtient cette concentration-là et en mesurant l'absorbance, on obtient encore ce point. Et en faisant ainsi sur plusieurs solutions dont on connaît les concentrations, eh bien on va pouvoir faire tracer la droite qui passe le mieux possible par l'ensemble des points et qui sera ce qu'on appelle une courbe d'étalonnage qui va permettre de relier directement l'absorbance et la concentration en quantité de matière. Ce qui fait qu'ensuite, on n'a plus qu'à mesurer l'absorbance de la solution à doser, c'est-à-dire qu'on prend notre solution inconnue, de bleu de méthylène, mais on ne sait pas du tout quelle concentration on a là-dedans. Eh bien, on la met dans le spectrophotomètre, on en mesure l'absorbance, on trouve par exemple cette valeur-là, et cette valeur-là, par lecture graphique, va nous permettre de retrouver que la concentration vaut la valeur ici, donc de la solution inconnue. Ça sera cette concentration-là. Alors on peut le faire soit par lecture graphique, soit par calcul quand on a déterminé la constante de proportionnalité entre les deux. Alors, une fois qu'on a déterminé K, c'est la pente de la droite ici, eh bien on peut très bien trouver C en faisant tout simplement A de l'échantillon, je vais l'appeler ici solution, divisé par K qui est la constante d'étalonnage. Et on en a fini pour cette leçon.